Nous allons maintenant avec Marie-Paul Tadei, donc, qui est élue du personnel chez EDF. Bonjour Marie-Paul. Bonjour, Jacques. Évoquer des cas concrets et on va peut-être prendre pour mieux expliquer, pour que chacun comprenne comment on peut aider, euh, comment vous avez un jour révélé et assisté une personne pour qu'elle sorte de ce labyrinthe dans lequel elle était. Alors comment ça s'est passé ce jour-là? Quand on est un élu, on a une proximité avec les personnes. On les rencontre régulièrement, on passe, on parle de choses anodines, de choses plus importantes, on répond aux questions. On apprend un petit peu à connaître les gens et surtout à tisser un lien. Et quand un problème se révèle, que ce soit un problème d'ordre professionnel ou privé, souvent la personne se rappelle du lien que vous avez tissé avec elle. Et c'est un petit peu comme ça que les choses se sont faites. À chaque fois que j'ai eu à intervenir ou à conseiller, à accompagner plutôt, ça s'est passé de cette façon-là. C'est-à-dire que la personne, profitant d'un passage sur un site, ce que je fais régulièrement en tant qu'élu, venait vers moi et me demandait un petit moment, j'ai quelque chose dont je voudrais parler. Et parfois, on ne vient pas tout de suite sur le vrai sujet. Souvent, on tourne un peu, mais on voit que la personne ne va pas très bien et on lui demande si c'est d'ordre professionnel ou d'ordre privé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il faut rester un petit peu dans la discrétion parce que des fois, il faut du temps pour que la personne s'exprime. Quand la chose émerge, c'est que souvent, il y a beaucoup de mois et parfois d'années qui sont passés. Et d'un coup, la situation a mûri. Ce n'est pas à nous d'extraire la chose de la personne, mais la personne qui va sortir la chose. Et à ce moment-là, la personne souvent pudiquement dit je suis en train de me séparer ou je ne sais pas si je vais continuer. Et à ce moment-là, il faut faire un travail un petit peu d'écoute, beaucoup d'écoute et de précision. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux t'aider? Est-ce que tu veux me demander quelque chose de précis? Est-ce que tu en as parlé autour de toi? Est-ce que ton manager est au courant? Est-ce que tu veux qu'on déjeune ensemble? Et puis souvent les choses sortent à ce moment-là. Et des fois, c'est des choses, on a à connaître des choses très graves. Et on doit gérer au plus pressé. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement dire on va en parler au manager parce qu'il va y avoir un process qui va se mettre en cours. Ça peut être aussi je ne veux surtout pas que tu en parles. Et alors à ce moment-là, la seule chose qu'on peut proposer, c'est son téléphone, en disant tu connais mon téléphone, il est toujours ouvert. Appelle-moi s'il y a un gros pépin. Et le dernier cas que j'ai eu à connaître, c'est en fait sur ma région d'origine, qui est la région Méditerranée, où quelqu'un s'est souvenu de moi et du fait que je suis proche avec beaucoup de personnes, de femmes en particulier. Et la personne a eu besoin de me parler de sa situation et je l'ai mise en relation avec l'assistante sociale. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'accompagner moralement. Voilà. Donc, Oui, elle avait pris sa décision, mais elle avait du mal à sauter le pas, quoi. Voilà, et surtout du mal à sauter le pas avec les personnes qui en fait étaient des hommes qui ne sont pas coupables à ses yeux, mais c'était plus compliqué pour elle de parler. Alors elle m'a demandé si j'étais toujours... alors je lui dis oui, je suis à Paris, mais je suis toujours en France et je suis toujours au syndicat CFDT et je peux toujours t'apporter de l'aide. Et c'est à ce moment-là que ça s'est fait et voilà, que je l'ai accompagnée et j'ai profité d'un passage dans la région, comme je reviens régulièrement, pour en discuter avec elle et pour prendre les bonnes décisions. Alors, au moment où on dit on prend les bonnes décisions et on va rentrer dans le processus mis en place par EDF, est-ce que là, il n'y a pas une crainte de voir toute cette machine qui se met en route et comment on rassure? Déjà, on rassure par la discrétion. On dit toujours à la personne que rien ne sera sur la place publique, qu'il y a deux choses bien distinctes, il y a sa vie pro et sa vie perso, que le manager il est tenu à la discrétion, même s'il n'est pas tenu légalement au secret professionnel, puisque là il ne s'agit plus de profession, mais qu'on peut compter sur la discrétion de tout le monde. C'est une équipe qui se met en place, l'équipe assistante sociale en particulier, le médecin, ça peut être le médecin du travail, le délégué syndical ou l'élu choisi comme vecteur de confiance, comme tiers de confiance. D'abord la discrétion. D'abord et avant tout la discrétion. Être sûr que son secret, parce que c'est souvent une situation secrète, même si beaucoup de gens autour se doutent un petit peu de quelque chose parce qu'il y a des signaux faibles qui sont apparus, il faut que la personne soit pleinement en confiance et qu'à un moment, elle se dise je vais sortir du bois. C'est un petit peu comme un coming out en fait. Il y a un moment où la personne
Elle va sortir de son placard. Alors, quand on est passé ce processus, c'est que là, maintenant, il faut aller au commissariat déposer plainte. Là, je pense que c'est la peur ultime, parce qu'on ne sait pas si, après l'interpellation, il va y avoir encore un contact avec l'auteur qui peut passer à des représailles. Je pense que là, il y a une crainte énorme. Souvent, les femmes ne croient pas vraiment, les femmes qui sont victimes de violences pensent un petit peu que la violence est un petit peu de leur faute. Et elles voient rarement le père de leurs enfants ou leur compagnon depuis de longues années comme un féminicide potentiel. Elles savent qu'il est capable de violence, mais ont des fois du mal, ne pensent pas vraiment qu'il va y avoir forcément une violence qui va aller au bout. Elles ne se pensent pas toujours en danger de mort. Même sans être en danger de mort, est-ce qu'on ne peut pas expliquer que c'est inacceptable de se faire taper dessus? C'est pas parce qu'il n'a pas l'intention de vous tuer avec ses coups qu'il a le droit de vous en donner, quoi. C'est exact. C'est peut-être quand la personne commence à parler, elle a pris conscience qu'il n'y aurait pas de marche arrière. On sait qu'en moyenne, une femme va partir ou tenter de partir à peu près 7 fois avant le départ définitif. Donc, tout dépend à quel moment et à quelle phase du processus on est. Peut-être que ce qu'il faut leur expliquer, ça leur donnerait peut-être un peu plus confiance, elles auraient peut-être un peu moins peur d'aller dans la phase ultime du dépôt de plainte, puisque ça, c'est la phase ultime. C'est celle où, là, après tout le processus interne à l'entreprise, d'aide, de discrétion, etc., là, on arrive à l'administratif, à la personne qui prend la plainte et à la machine judiciaire qui se met en route, où là, ça peut faire très peur quand on est dans ces conditions-là, mais il faut bien expliquer. Et le commandant Taon, et je vais renvoyer sur l'interview du commandant Taon qui nous a bien expliqué qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de venir avec un certificat d'interruption temporaire de travail, c'est pas obligatoire. La main courante, c'est fini, c'est la plainte. Que c'est garde à vue, déféré au parquet et préventive immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact, une fois que la plainte a été déposée, entre la victime et l'auteur des coups. Donc peut-être que si on informe plus largement de ce processus-là, il y aura peut-être plus de mise en confiance pour y aller, parce que j'imagine que ça, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver une fois qu'il va sortir du commissariat? On a peur pour soi, on a peur pour les enfants, on a peur pour l'entourage, la famille, on a peur du scandale au bureau, on a peur En fait, les peurs sont multiples. Elles sont morales, elles sont physiques. Et c'est vrai que le Grenelle des violences conjugales a changé la donne en n'acceptant plus la simple main courante, qui n'était pas vraiment un acte judiciaire, en fait. C'est un acte de police. Là, le commandant Taon nous a expliqué, c'est l'acte de police, c'est pas un acte judiciaire. Même pas transmis au procureur. Là, c'est plus du tout pareil. On croit d'abord la victime. Et là, c'est un grand pas en avant. C'est un grand pas en avant qui a changé la vie et peut-être le destin de certaines femmes. Comme c'est très récent. C'est très récent. Le Grenelle des violences conjugales, c'est le mois d'octobre-novembre 2019. Donc c'est très récent. J'avais été invité d'ailleurs. C'est très très récent. Donc c'est tout nouveau. C'est encore pas connu. On le fait connaître. Il n'y a plus de contact entre la victime et l'auteur des faits. Tout à fait. Puisqu'il y a garde à vue et incarcération. Un véritable rideau judiciaire qui est protecteur. Voilà. Et même le commandant nous a expliqué que lorsque la personne devait aller récupérer des affaires dans son logement, elle était accompagnée par la police pour faciliter la récupération des enfants, des choses au logement. Donc réellement aujourd'hui, il y a une mise en sécurité qui n'existait pas avant ce Grenelle des violences conjugales. Une prise de conscience par la société, on peut dire. Une prise de conscience et des outils. Parce que la prise de conscience, je crois qu'elle y était, mais c'était les outils qui n'étaient pas adaptés. Là, la loi n'avait pas suivi la société. Aujourd'hui, la loi est en phase avec la société. Alors, il y a certainement encore des progrès à faire et des aménagements à mener. Mais aujourd'hui, elles sont en sécurité. Donc, quand elles travaillent chez EDF, puisque c'est avec EDF qu'on parle aujourd'hui, il y a tout le processus interne qui a été mis en place par l'entreprise, qui va vous permettre de faire la transition vers le commissariat et le dépôt de plainte. Et une fois que vous avez déposé plainte, le processus aujourd'hui, depuis le Grenelle des violences conjugales, a été mis en place pour vous isoler de votre agresseur. Pour isoler et protéger l'agressé. Vous expliquez bien ça dans l'entreprise. Vous avez fait une publicité de ce... Bien sûr. Bien sûr, on doit faire une publicité. Il va y avoir de plus en plus de communication et d'information à ce sujet. Et pour que la honte et la violence, la honte change de camp et que la violence soit dorénavant sévèrement punie.
Ben, on espère que toutes ces dispositions, et puis que surtout ce qui est en place chez EDF et dont on va parler là, je crois qu'il va y avoir 7 ou 8 vidéos concernant ce qui se passe chez EDF, va donner des idées à d'autres entreprises pour mettre en place, sinon un processus aussi complet, mais au moins des processus qui vont aider des victimes de violences conjugales, parce qu'on fait le focus sur les femmes, elles sont 90%. Victimes de violences conjugales, c'est 90%, mais il y a quand même 10% d'hommes. C'est vrai. J'entendais le commandant Taon qui nous disait qu'il avait en garde à vue une femme qui avait enfoncé son tourne aiguille dans le crâne de son mari. Ça existe donc aussi. ça existe aussi. Bien et sûr. que donc on ne vit pas avec quelqu'un qui vous tape dessus. C'est pas, non, c'est sûr. Pour moi, ça me semble surréaliste. C'est mais quand on est là-dedans, c'est vrai qu'il est difficile de s'en sortir. Mais aujourd'hui, il y a les outils. Et les outils, on s'en sert. Exactement, on est là pour ça. Merci Marie-Paul. Merci.